Que se passe-t-il lorsqu'un pays décide de sauver un lac mourant, peu importe le coût? En même temps, les activités humaines ont également un impact sur la qualité de l'eau. Dans le sud-ouest de la Chine, un lac autrefois étouffé par la pollution et submergé par un tourisme incontrôlé est devenu le centre d'une des répressions environnementales les plus agressives de l'histoire moderne. Plus de 40 000 tonnes de déchets ont été extraites de ces eaux, et ce qui s'est passé ensuite a laissé les scientifiques sans voix. Ainsi, ces bénévoles se sont engagés à nettoyer les déchets de l'eau 2 fois par semaine. Mais ce n'est pas un conte de fées. C'est réel et l'histoire qui se cache derrière est bien plus complexe et choquante que vous ne pourriez l'imaginer. Numéro 1. Le bijou du Yunnan, la montée et la chute du lac Erhai. Dans la province du Yunnan, en Chine, près de la frontière avec le Myanmar, il y a un lac qui ressemblait autrefois à quelque chose tout droit. Sorti d'un documentaire sur la nature. Il s'appelle le lac Erhai, et pendant des décennies, il a pas été loué comme un joyau d'eau douce. Propre, profond et apparemment intemporel, le lac s'étend sur environ 97 miles carrés, presque la taille de Salt Lake City. Il se trouve à 6470 pieds au-dessus du niveau de la mer, entouré par les imposantes montagnes Kangshan d'un côté et la ville historique de Dali de l'autre. Pour les habitants, c'est plus qu'un simple paysage. Connu sous le nom de Mer-Lac, Erhai a été une bouée de sauvetage pour la minorité biethnique de la région pendant des siècles. Ils y pêchaient, ils cultivaient avec son eau, ils adoraient un de près de ses rives. Les routines de tout un village tournèrent autour des cycles du lac, et pendant longtemps, ces cycles semblaient éternels. Mais ce n'est plus le cas. Au début des années 2010, quelque chose a changé. Dali, une ville aux anciens temples, aux toits en tuiles et à la vie tranquille, a attiré l'attention de la classe moyenne en plein essor de la Chine. L'essor du tourisme national a transformé ce refuge tranquille en une destination à la mode. Des millions de visiteurs sont arrivés à la recherche de vues sur les lacs de montagne et de couchers de soleil dignes des réseaux sociaux. Entre 2013 et 2016, le nombre de touristes annuels a dépassé les 40 millions. C'est plus que la population de la Californie entassée dans une petite région chaque année. Les entrepreneurs locaux ont réagi en conséquence. Des fermes ont été transformées en hôtels-boutiques. Des terrains au bord du lac ont été transformés en bars sur les toits. Des villages entiers se sont transformés en ce que certains journalistes ont appelé des villes Instagram. À Shuanglang, une zone au bord du lac autrefois connue pour la pêche, plus de 1800 maisons d'hôtes ont été construites. C'était rapide, excitant et complètement incontrôlé. Le problème, une grande partie de ce développement s'est produite sans supervision. Une grande partie des nouvelles entreprises a contourné les permis formels, et avec eux, les systèmes d'égouts. Selon un rapport interne du gouvernement, cité plus tard par les médias chinois, des centaines de maisons d'hôtes et de cafés déversaient tombent des eaux usées, non traitées directement dans le lac ou dans des fossés en bordure de route qui y menaient. Graisse, savon, eau usée brute, tout a trouvé son chemin dans le lac. Les déchets solides s'accumulaient également. Pendant les saisons de pointe, les touristes généraient des milliers de livres de déchets par jour, y compris des sacs en plastique, des bouteilles et des restes de nourriture, dont beaucoup se retrouvaient près ou dans l'eau. Des initiés locaux ont déclaré que l'infrastructure n'était tout simplement pas conçue pour gérer l'afflux. Le système d'égout municipal était obsolète. Les camions poubelles ne pouvaient pas suivre. Et tant que l'argent continuait d'affluer, peu voulaient poser de questions difficiles. En surface, Erhai avait encore l'air immaculé. Les images par drone du lac étaient là partout. Des eaux calmes, des montagnes lointaines, des cygnes glissant devant des bateaux à pagaie. Vous l'appelez. Mais cette beauté était trompeuse. Les pêcheurs qui avaient travaillé sur le lac pendant des générations commencèrent à revenir les mains vides. Un des signes les plus clairs de problème est apparu sous la forme d'une épaisse boue verte, des proliférations d'algues couvrant des parties du lac au printemps et en été. Elles étaient alimentées par des nutriments comme l'azote et le phosphore, s'infiltrant des ruissellements de fertilisants et des eaux usées. Des échantillons d'eau ont montré des niveaux chimiques en hausse. Les niveaux d'oxygène ont chuté dans les zones plus profondes. Des plantes aquatiques indigènes ont commencé à disparaître. Une espèce, Oethelia acuminata, autrefois trouvée en abondance près de la rive, a presque disparu. Les habitants ont remarqué le changement. Les agriculteurs ont signalé des odeurs étranges dans leurs canaux d'irrigation. Les touristes se plaignaient d'une odeur de moisi le long de certains tronçons.
Les propriétaires de maisons d'hôtes ont discrètement installé des filtres à air intérieur pour maintenir des avis positifs. Certains ont simplement fermé sans avertissement. Zhao Ming, un scientifique de l'environnement interrogé par une ONG basée au Yunnan en 2016, a qualifié la situation d'effondrement invisible. Sur une carte, le lac Errai avait l'air bien, mais biologiquement, il commençait à s'effondrer. Malgré les preuves croissantes, la réponse était lente. Les responsables locaux ont émis des déclarations vagues. La couverture médiatique était éparpillée. Les promoteurs et les propriétaires continuaient de construire, misant sur la prochaine haute saison. En 2016, les fissures n'étaient les plus subtiles. Dans certaines sections du lac, la visibilité de l'eau est tombée à moins de 3 pieds. Les nageurs et les pagayeurs ont signalé des déchets flottants et des nappes d'huile. Certaines populations de poissons ont chuté de plus de 60% en moins d'une décennie, selon une étude citée plus tard dans des rapports régionaux. Pourtant, peu ont réalisé à quel point le lac était proche de la catastrophe. La plupart des touristes venaient et repartaient en main sans rien remarquer. Même les résidents, bien que préoccupés, s'étaient habitués à ce nouveau normal. Numéro 2. Le point de basculement. Au début de 2017, à huis clos, le gouvernement local a tracé une ligne. Ce qui a suivi serait l'une des plus grandes répressions environnementales de l'histoire récente de la Chine. Ils allaient fermer des entreprises, raser des structures, construire de nouveaux pipelines et surtout ils allaient en retirer des plus de 40 000 tonnes de déchets du bassin du lac, du littoral et de ses ruisseaux affluents. Ce qu'ils ont trouvé pendant ce processus et ce à quoi le lac ressemblait après a même stupéfié des scientifiques chevronnés et c'est là que commence la véritable histoire, le point de basculement. En 2016, les signes n'étaient plus subtils. Le lac Errai, autrefois un trésor national de biodiversité et de beauté naturelle, atteignait son point de rupture. Ce qui avait été murmuré dans les cercles environnementaux pendant des années se déroulait maintenant, au grand jour. L'eau changeait. La vie à l'intérieur disparaissait. Et cette fois, les dégâts ne pouvaient pas être cachés derrière des photos de voyage filtrées ou des slogans touristiques polis. Le premier signal d'alarme indiscutable est venu sous la forme d'une épaisse mousse verte qui s'est répandue à la surface au printemps 2016. C'étaient des algues bleu-vert ou cyanobactéries, un organisme toxique qui prospère dans une eau riche en nutriments et pauvre en oxygène. Lorsqu'elles fleurissent, elles se multiplient rapidement, recouvrant les lacs de tapis qui étouffent la lumière du soleil, asphyxiant les poissons et rendent l'eau dangereuse au toucher. Les habitants ont déjà vu de petites taches auparavant, mais cette fois, la floraison était massive, visible depuis les airs, s'étendant sur des kilomètres, suffisamment épaisse pour recouvrir les filets de pêche et noyer les moteurs de bateaux. Ce n'était pas seulement inesthétique, c'était mortel. Selon des recherches sur le terrain partagées par une équipe d'écologie de l'université du Yunnan, la floraison a contribué à une forte mortalité des plantes aquatiques indigènes, notamment l'Oethelia acuminata, une espèce à fleurs que l'on trouve uniquement dans les lacs du plateau du Yunnan. L'Oethelia aidait à oxygéner l'eau et servait d'habitat à des dizaines de micro-organismes. Son effondrement était un signal d'alarme pour les chercheurs qui savaient ce que cela signifiait. L'équilibre écologique du lac avait été rompu. Cette année-là, la technicienne environnementale Li Xiaoyun a effectué des tests de rivage pour un groupe de surveillance de l'eau à but non lucratif. Li a décrit les résultats comme pires que prévu, notant des niveaux de phosphate et de nitrate presque 2 fois supérieurs à la limite de sécurité dans certaines sections. Nous étions face à un système d'eau douce au bord de l'effondrement, a-t-elle déclaré plus tard aux journalistes. Et ce n'étaient pas seulement les plantes et les poissons qui souffraient À la fin de 2016, la qualité de l'eau autour des rails était tombée à ce que les agences environnementales chinoises classifient comme catégorie 3 ou 4, sur une échelle où un est de l'eau potable pure et la catégorie 5 est pratiquement inutilisable. Pour un lac qui fournissait l'irrigation aux fermes et nourrissait d'innombrables petits bateaux de pêche, c'était une catastrophe silencieuse. Les pêcheurs voyaient leur prise diminuer d'année en année. Dans un village au bord du lac, plusieurs familles y ont abandonné la pêche complètement et ont converti leurs bateaux en vaisseaux de tourisme improvisés, espérant maintenir leur gagne-pain à flot avec des excursions touristiques au lieu de filets. Les agriculteurs ont remarqué des couleurs et des odeurs étranges dans les canaux qui alimentaient leurs rizières.
Plusieurs ont signalé que les légumes arrosés avec l'eau du lac poussaient plus lentement ou développaient des taches qui les rendèrent invendables. Pour eux, il s'agissait de perdre les fondations de leur économie. Les résidents ont commencé à s'inquiéter, puis à se fâcher, puis à devenir suspicieux. Si le lac se détériorait, pourquoi les autorités n'agissaient-elles pas? La vérité, c'est qu'elles observaient aussi. À la fin de 2016, les responsables locaux de Dali ne pouvaient ainsi plus ignorer le problème. Selon un mémo interne municipal ultérieurement divulgué aux journalistes, une évaluation des risques environnementaux de haut niveau avait déterminé que la pollution des rails représentait une menace à long terme pour la stabilité régionale et la viabilité économique. Le gouvernement local était sous pression de tous côtés. Les investisseurs touristiques craignaient une mauvaise publicité, les résidents exigeaient avoir des réponses, et Pékin signalait que la négligence environnementale ne serait plus tolérée. Au début de 2017, ils prenaient une décision. Il était temps de freiner. Fort et le 1er mars 2017, le gouvernement de Dali a annoncé l'une des répressions environnementales les plus étendues de la mémoire récente. Il n'y aurait plus de demi-mesure. Il ne s'agissait pas d'installer quelques filtres ou de lancer une campagne de relations publiques. Il s'agissait de réaffirmer le contrôle. L'ensemble de la côte et du lac, longtemps épicentre du développement non régulé, était ciblé pour une fermeture immédiate. Toute construction près du lac a été interdite et plus de 2400 entreprises ont reçu l'ordre de fermer, y compris des maisons d'hôtes, des cafés, des bars et des propriétés de location. Pas d'exception. Pour certains propriétaires d'entreprises, la nouvelle est arrivée sans avertissement. L'électricité a été coupée du jour au lendemain. Des avis ont été agrafés aux portes à l'aube. À Shuangleng, des travailleurs en gilet orange ont commencé à démanteler des structures illégales, moins de 24 heures après l'annonce. L'objectif était clair, arrêter l'hémorragie. Pour de nombreux étrangers, la soudaineté de la répression semblait irréelle. Une semaine, les villes au bord du lac bourdonnaient de touristes sirotant du thé sous des parasols. La semaine suivante, les rues étaient silencieuses, les cafés étaient dévastés, et des bulldozers étaient stationnés là où les menus pendèrent auparavant. Pour les résidents, c'était déroutant. Certains ont accueilli la répression, croyant qu'elle sauverait enfin le lac à côté duquel ils avaient grandi. D'autres étaient vraiment dévastés. Pour eux, leurs moyens de subsistance avaient disparu en une seule annonce. Il n'y avait pas d'appel, pas de délai. Le lac passait en premier. Les déclarations officielles ont présenté les fermetures comme faisant partie d'un plan plus large pour restaurer l'harmonie écologique et préserver Erhai pour les générations futures. Mais l'ambiance sur le terrain était tendue. Tout le monde ne croyait pas que le gouvernement avait un véritable plan, et personne ne savait à quel point le lac était devenu mauvais. Cette question, à quel point c'était mauvais, aurait bientôt une réponse. Alors que la fermeture prenait effet, des équipes d'évaluation environnementale se sont dispersées à travers le lac. Leur travail, mesurer les dégâts, prélever des échantillons, cartographier les points chauds de pollution. Avec le temps, elles organiseraient ce qui deviendrait l'un des plus grands projets de restauration aquatique de Chine. Mais dans ces premières semaines, elles essayaient simplement de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Un des chercheurs de l'université normale du Yunnan, Chen Rui, a décrit l'effort comme le diagnostic d'un patient dans un état critique. Chaque rivière, chaque crique, chaque fossé se déversant dans Erhai a été examiné. Les résultats n'étaient pas seulement préoccupants, ils étaient écrasants. Des tonnes de déchets s'étaient accumulées au fond des ruisseaux affluents. Les décharges d'eaux usées, certaines enfouies sous des années de croissance, continuaient de fuir tranquillement des déchets. Et les algues, elles fleurissaient des plus profondément et plus tôt que jamais. Numéro 3. La Grande Purge. Lorsque la répression a frappé le lac Erhai au début de 2017, peu de gens en dehors de la région comprenaient à quel point les dégâts avaient été menés profonds. Les fermetures et les interdictions de construction n'étaient donc que le début. Le véritable travail, celui qui mettrait à l'épreuve la détermination locale, la logistique et la volonté politique, ne faisait que commencer. 40 000 tonnes de déchets, équivalentes au poids d'environ 6 500 éléphants, non pas suspendus en énormes tas ou amoncelés sur le rivage, mais enfouis sous l'eau, emmêlés dans des roseaux, intégrés dans les lits de ruisseaux et pourrissant dans des canaux de drainage, étaient omniprésentes. À l'été 2017, des équipes de nettoyage s'étaient rassemblées dans plusieurs zones autour du lac.
Ce n'était pas seulement des équipes sanitaires locales, mais un effort coordonné et militarisé impliquant des milliers de travailleurs, des machines de dragage, des bateaux à plat, des pompes à vide et des camions de transport de déchets. Leur mission était d'extraire chaque trace de déchets solides qu'ils pouvaient atteindre. Cela comprenait des débris plastiques, des ordures coulées, des déchets industriels, des matières organiques décomposées et des milliers de tonnes de sédiments saturés de phosphore et de nitrate, les ingrédients clés derrière les blooms algaux dévastateurs des rails. Certaines des pires concentrations ont été trouvées dans les affluents. La rivière Luoxijiang, qui se jette dans l'extrémité nord du lac, était un point chaud particulier. Ces rives étaient bordées de sites de décharge informels qui avaient échappé à tout contrôle pendant des années. Les équipes de nettoyage s'enfonçaient en amont dans une boue jusqu'aux chevilles, collectant des sacs de déchets en décomposition à la main là où les machines ne pouvaient pas atteindre. Selon le superviseur de projet Wang Lei, le volume de déchets a d'abord été sous-estimé. Ce que nous avons trouvé dans les premières semaines a choqué même les ingénieurs locaux, a déclaré Wang lors d'une interview ultérieure. Il y avait des sections du fond du lac où la boue était noire de décomposition. Elle n'avait pas d'oxygène, elle sentait le soufre. Dans de nombreuses zones, le dragage était la seule option. Des barges équipées de longs bras mécaniques ont commencé à racler le fond du lac, soulevant des sédiments mélangés à des décennies de ruissellement et de débris. Une attention particulière a été accordée aux zones près des anciennes maisons d'hôtes, où des eaux usées brutes avaient été déversées directement dans le lac par des tuyaux désormais hors service. En quelques mois, des convois de camions bennes ont commencé à s'aligner le long des routes du lac, transportant la boue humide vers de nouveaux sites de traitement construits en dehors de la ville. Mais nettoyer le lac n'était que la moitié de la bataille. Pour prévenir la recontamination, Dal avait besoin d'un redémarrage complet de l'infrastructure, quelque chose de bien plus ambitieux que de boucher des trous ou de réparer des tuyaux. Le point central de ce redémarrage était la construction d'un réseau de pipelines d'égouts de 19 miles entourant le lac. Ce pipeline agissait comme un fossé défensif, mais contre les déchets humains. L'idée était simple, capturer chaque goutte d'eau usée provenant des maisons, des hôtels et des fermes autour du lac et la détourner vers des installations de traitement avant qu'elle n'ait la moindre chance d'atteindre l'eau. Pour que cela fonctionne, des dizaines de stations de pompage auxiliaires ont été installées à des points bas le long de la côte, garantissant que les ruissellements, les eaux grises et même les débordements de tempêtes étaient interceptés. Des blocs entiers de plomberie anciennes ont été arrachés et remplacés. Dans certains villages, des maisons ont été temporairement évacuées pour moderniser les systèmes souterrains. À la fin de 2018, plusieurs usines de traitement des eaux usées avaient été construites ou modernisées pour gérer l'afflux. Ces usines pouvaient traiter des dizaines de millions de gallons d'eau par jour, utilisant des réservoirs de sédimentation, des systèmes de biofiltration et une désinfection UV pour éliminer les polluants. Selon des initiés du Bureau d'ingénierie environnementale de Dali, les nouvelles installations marquèrent un tournant. Pour la première fois depuis des années, il y avait une barrière fonctionnelle entre l'activité humaine et l'écologie fragile des rails. Mais la partie la plus visionnaire du plan de restauration n'impliquait ni machines ni tuyaux. Vous voyez, la partie la plus visionnaire de ce plan impliquait des zones humides, ou plus précisément la construction de nouvelles. Dans le cadre du projet de corridor écologique du lac Air High, les planificateurs ont commencé à convertir des centaines d'acres de rivage dégradés en zones humides artificielles et semi-naturelles, conçues aussi pour filtrer l'eau avant qu'elle n'entre dans le lac. Le fait est que les zones humides sont des purificateurs d'eau de la nature. Leurs plantes absorbent l'azote, piègent les sédiments et fournissent des habitats cruciaux pour la faune. Dans le cas des rails, elles ont également aidé à stabiliser les rives et à ralentir le débit des rivières tributaires qui transportaient des polluants en aval. Près de 2000 acres de terre autour du lac ont été ciblés pour transformation. Cela comprenait la plantation de roseaux indigènes, de graminées aquatiques et de flore absorbant les algues. La rivière Luoxijiang a vu la construction de plusieurs zones de filtration en escalier, essentiellement des barrières vertes où l'eau est ralentie et purifiée avant d'atteindre les eaux ouvertes. Ce n'était pas seulement une solution écologique, c'était aussi une solution visuelle. Les rives en béton ont été arrachées et remplacées par des promenades sinueuses et des passerelles en bois. Des plateformes d'observation des oiseaux ont été installées. Les habitants qui autrefois jetaient des ordures dans ces zones pique-niquaient maintenant à côté. Des biologistes ont été appelés pour surveiller la nouvelle croissance. Les libellules sont revenues, les grenouilles, les oiseaux aquatiques,
et lentement, prudemment, de petits bancs de poissons. En coulisses, les données circulèrent constamment. Des dizaines de capteurs ont été installés autour du lac pour surveiller la qualité de l'eau en temps réel. Des indicateurs tels que l'oxygène dissous, les niveaux d'ammoniac, la turbidité et le contenu en chlorophylle étaient suivis chaque heure. Chaque fois qu'une nouvelle zone était draguée ou qu'une station de traitement était mise en ligne, les chercheurs enregistraient les changements dans la chimie. Les résultats ont guidé la stratégie. Certaines zones nécessitaient un enlèvement de sédiments plus agressif. D'autres répondaient prompt mieux à l'expansion des zones humides. Pendant ce temps, l'application des règles restait stricte. Des bateaux de patrouille scannaient le lac quotidiennement. De nouvelles caméras de surveillance ont été installées à des points d'entrée clés. Les agriculteurs et les entreprises ont été avertis. Les violations seraient sanctionnées par des fermetures immédiates. Même les fermes d'élevage à des kilomètres du lac étaient tenues d'installer des digesteurs de biogaz et de convertir les déchets en sous-produits sûrs, empêchant ainsi le ruissellement d'atteindre jamais le lac Air High. C'était, selon les mots du planificateur environnemental Zhu Jing, une guerre contre la pollution menée sur tous les fronts, technique, social et politique. À la fin de 2019, les pipelines étaient opérationnels, les zones humides prospéraient, et pour la première fois en une décennie, la couleur du lac commençait à passer de l'olive trouble au bleu pâle. Il n'y avait pas de feux d'artifice, pas de défilé, juste moins de blooms algaux, plus de poissons, des rives plus propres. Le changement le plus important n'était pas visible à l'œil nu, il était chimique, biologique, il était réel. Le lac Erhai n'était plus en train de mourir et après tout cela, après que la Chine ait retiré 40 000 tonnes de déchets de ce lac, sont venus les résultats qui ont laissé les scientifiques sous le choc. Numéro 4. La transformation étonnante. Au moment où les machines lourdes ont quitté les rives d'Erhai et que la dernière barge de dragage a accosté, personne ne s'attendait à des miracles. Après tout, les lacs ne se rétablissent pas du jour au lendemain, surtout pas après des années d'eaux usées, de limons et de stress écologique. Mais ensuite, la grande nouvelle est arrivée. À la fin de 2020, les techniciens surveillant la transparence du lac ont noté une nette amélioration. Pendant des années, l'eau avait stagné dans un territoire trouble, souvent avec seulement quelques pouces de visibilité. Mais maintenant, les relevés dépassaient 7,5 pieds dans certaines zones. Ce n'était pas un coup de chance et tout le monde, y compris le président Xi Jinping, le savait. Pendant 3 années consécutives, 2020, 2021 et 2022, le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a classé la qualité de l'eau d'Era comme excellente. C'était un niveau que beaucoup pensaient impossible seulement 5 ans plus tôt, lorsque le lac semblait sur le point de s'effondrer écologiquement. Les biologistes étudiant le lac ont commencé à remarquer la réapparition de quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des décennies, les fleurs d'algues. Ces fleurs sous-marines, délicates, à croissance rapide et très sensibles à la pollution, sont l'un des indicateurs les plus fiables d'un environnement aquatique sain. Leur retour signalait que non seulement l'eau s'était éclaircie, mais que l'équilibre des sols et des produits chimiques se rétablissait également. Peu après, une surprise bien plus grande est apparue. Les pêcheurs dans la section nord du lac ont commencé à attraper des barbeaux à lignes dorées, une espèce de poisson indigène qui avait effectivement disparu dans les années 90. Certains pensaient qu'elle était localement éteinte. Sa réapparition soudaine a envoyé des ondes de choc à travers la communauté écologique. Selon des rapports de terrain de la station de recherche Erhai, les barbeaux n'étaient pas isolés. Ils se reproduisaient. L'espèce avait tenu bon, probablement dans de petits groupes isolés, dans des zones moins polluées. Et une fois les conditions stabilisées, ils ont commencé à se rétablir. Pour les scientifiques locaux, c'était comme regarder une capsule temporelle revenir à la vie. D'autres espèces ont suivi, crustacés, insectes et oiseaux migrateurs. Dans les nouvelles zones humides et sur les rives restaurées, la biodiversité a prospéré. Erhai était devenue une étude de cas vivante en résilience écologique. Personne n'était plus surpris que les experts qui avaient tiré la sonnette d'alarme quelques années plus tôt. Le scientifique environnemental Liu Cheng, qui avait participé au premier sheet test d'eau pendant le déclin du lac, a admis que le retournement avait dépassé ses attentes. Nous pensions que la récupération prendrait au moins une décennie, a déclaré Liu lors d'une discussion en panel en 2022. Mais en 3 à 5 ans, nous voyons des signes de conditions presque vierges dans certaines zones. C'est extraordinaire.
Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'était la rapidité. La plupart des grands systèmes lacustres, une fois fortement pollués, se rétablissent lentement et de manière inégale. Mais à Erhai, les données montraient des améliorations constantes semblent aller sur plusieurs indicateurs. Les niveaux d'oxygène augmentaient, les charges nutritives diminuant, et les bactéries le nuisibles déclinéant fortement. Les initiés attribuent cela à un mélange d'ingénierie agressive, de tamponnage naturel des nouvelles zones humides et, peut-être le plus crucial, à une application stricte qui tenait réellement. La nouvelle du rebond des rails a commencé à se répandre en dehors de la Chine. Les agences environnementales en Asie du Sud-Est et en Afrique l'ont cité comme un exemple de restauration aquatique à grande échelle bien réalisée. Des délégations de pays avec des lacs menacés, comme le lac Naivasha au Kenya et le Vembanad en Inde, ont demandé des consultations. Les analystes politiques ont commencé à pointer Erhai non seulement comme un succès environnemental, mais comme une étude de cas sur la volonté politique, une preuve qu'un écosystème fortement stressé pouvait être revitalisé avec le bon mélange de science, de réglementation et de suivi. Pour beaucoup, l'histoire du lac est devenue un symbole, non seulement de ce qui a été perdu, mais de ce qui pouvait encore être sauvé. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Numéro 5. Les effets d'aubaine. La récupération environnementale était cruciale, mais pour les habitants de Dali, la vraie question était de savoir si la vie pouvait revenir à la normale ou mieux encore, s'améliorer. Étonnamment, cela a été le cas, et dans certains cas, cela a dépassé les attentes. Après des années de fermeture, d'inspection et de démolition, l'industrie touristique de Dali avait touché le fond. Mais une fois que la nouvelle du retournement des rails a commencé à se répandre, les foules sont revenues, et rapidement. En 2021, la ville lacustre de Shuanglang, autrefois un point chaud de construction illégale, s'était transformée en un centre d'écotourisme réglementé. Le nombre de visiteurs a explosé, avec certains rapports estimant 15 000 touristes par jour pendant les saisons de pointe. Les autorités locales ont introduit des contrôles de capacité stricts pour les nouvelles maisons d'hôtes. Seules les entreprises avec des plans de traitement des eaux usées et de gestion des déchets approuvés pouvaient en ouvrir. Beaucoup des anciennes structures ont été remplacées par des conceptions à faible impact alliant esthétique et durabilité. En retour, les touristes ont obtenu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Des eaux claires, un air pur et une rive visiblement saine. Alors que de nouveaux écoparcs et zones humides devenaient des attractions à part entière et que l'économie locale suivait, les revenus du tourisme ont rebondi, les restaurants ont rouvert, les artisans locaux ont prospéré et des emplois sont revenus sur les rives du lac. Les communautés agricoles d'Erhai ont connu une transformation plus discrète mais tout aussi profonde. Avant le nettoyage, de nombreux agriculteurs s'étaient concentrés sur des cultures à haut rendement et à fort impact comme l'ail et le colza. Ces cultures apportaient des profits solides, mais nécessitaient des intrants chimiques lourds, des pesticides et des engrais qui s'infiltraient dans les affluents du lac. À la suite de règles environnementales plus strictes, ces méthodes n'étaient plus viables. Les agriculteurs ont commencé à adopter des alternatives écologiques, cerises, myrtilles et légumes à faible impact. Ces cultures, bien que plus lentes à mûrir, apportaient des prix plus élevés sur le marché et attiraient enfin de nouveaux acheteurs recherchant des produits à étiquette propre. Bien que peut-être l'impact le plus durable ait été un changement d'état d'esprit, ce qui autrefois semblait être une répression forcée ressemblait maintenant davantage à une seconde chance. Les dirigeants locaux, autrefois méfiés, ont commencé à recevoir des éloges pour leur planification à long terme. Les résidents, autrefois sceptiques, prenaient une fierté dans leur conformité. Dans les écoles, les enfants apprenaient la santé des bassins versant dans le même souffle que les mathématiques ou la lecture. Dans les foyers, les conversations sur la conservation devenaient courantes. L'idée que la croissance économique et la gestion environnementale ne pouvaient pas coexister avait été prouvée fausse, juste dans leur propre arrière-cour. Alors, à la fin, pensez-vous que le reste du monde devrait suivre cet exemple ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.